Bon, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être venus aussi nombreux dans cet amphithéâtre. Je vais faire beaucoup moins bien que Franck parce que il a fait court, concis, sharp, drôle et efficace. Moi, ça va être long, pâteux et au fond profondément ennuyeux. Et après tout semblera meilleur. C'est ça l'avantage de créer un contraste comme ça aussi fort. Alors, j'en parlais avec certains d'entre vous en arrivant. Vous avez choisi de consacrer vos travaux cette année au choc de l'inflation. Bon, c'est évidemment un enjeu partagé pour les uns et les autres. Dans un groupe comme celui-ci, les Échos parisiens, on en parle souvent aussi avec Corinne et les collègues du groupe, en 2 ans et demi, 3 ans, c'est 30 millions d'euros de surcoût liés à l'inflation. 30 millions d'euros, c'est évidemment, à l'échelle d'un groupe de 420 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est pas complètement négligeable. Il faut savoir absorber ça. Et évidemment aussi, on a du mal à répercuter ce genre d'augmentation de nos charges du côté de nos produits. On va pas augmenter les tarifs dans les mêmes proportions. Donc c'est un choc d'inflation qui est très très fort. Mais moi j'avais envie d'insister ce matin plutôt sur c'est conjoncturel, on va dire, même si une conjoncture qui dure depuis 2-3 ans et qui n'est pas tout à fait finie, ça finit par être un peu long. Mais j'avais envie d'insister un instant sur les mutations structurelles dans lesquelles on est engagé. Au risque de dire des choses d'ailleurs dont vous êtes parfaitement informés, mais plutôt pour partager quelques convictions avec vous sur ce que sont ces chocs structurels, ces transformations à l'œuvre, et aussi la façon dont on peut essayer de se mobiliser collectivement pour en parler, et en parler là où il faudra en parler, par exemple dans les états généraux de l'information, dont l'ouverture a été annoncée avant-hier, je crois, et qui vont être l'occasion de tout un cycle de rencontres et de débats. Alors, ce qui est structurel, évidemment, c'est la transformation numérique, la transformation digitale. Moi, je le dis souvent, ça fait pas 10 ans, 15 ans qu'elle a commencé, et elle va continuer encore 10 ans ou 15 ans. Ce qui se passe pour nous aujourd'hui, c'est qu'on a toujours beaucoup de revenus, parfois majoritairement pour certains titres, des revenus liés au papier. Ce qui fait qu'on est en plein financement d'une transfo digitale et au même moment, on a un doublement du prix du papier et on a des tonnes et des tonnes de bobines de papier énormes qui voient leur coût augmenter et une raréfaction. Il n'y a plus qu'une seule usine de production de papier journal en France, il y en a une seule, donc elle fournit pour tout le monde et évidemment elle a une capacité à dicter ses conditions qui est un petit peu différente. On a la transfo digitale, le papier reste prévalent, augmentation de tous les éléments liés au papier, et du côté du digital, moi j'ai un sentiment que je partage avec vous, et c'est pour ça que j'allais dire, on en appelle à une mobilisation générale, c'est qu'à chaque fois qu'on a fait un pas en avant, à chaque fois qu'on se dit, là on a craqué quelque chose, on a par exemple, Stéphane en parlait avec moi à l'instant, on a mis en place une offre collective qui peut rivaliser en termes de puissance, de reach avec des offres des grands GAFA, mais à chaque fois qu'on arrive à faire ça, il y a quand même des gens qui prennent l'offre des GAFA, ou alors il y a une évolution de la réglementation ou de la doctrine en fait sur la façon de gérer les publicités, in-stream, out-stream. Enfin, il y a quelque chose qui change, qui fait que ça va bénéficier aux GAFA. Ça n'est pas là une complainte que je partage avec vous, c'est plutôt le sentiment très fort depuis des années d'être face à des acteurs que moi j'ai décrit dans un bouquin comme supranationaux, c'est même pas des multinationales, ce sont des supranationaux, ils sont plus forts que beaucoup d'États, ils se placent parfois d'un certain point de vue au-dessus des lois, en tout cas pendant un moment, après ils rentrent dans l'atmosphère et ils finissent par appliquer la loi, mais nous on l'a vécu avec les droits voisins il y a quelques années, ça nous a quand même pris 2 ans juste pour faire respecter une directive européenne transposée en droit français pour que cette loi soit respectée. C'est quand même fantastique d'être dans des batailles dans lesquelles on explique aux gens il y a une loi, vous vivez dans un pays, vous devez appliquer la loi. On sait très bien que pour un certain nombre d'entre eux, et c'est pas du tout machiavélique, c'est presque systémique en tant que grande entreprise américaine très organisée, il y a un arbitrage constant qui est fait entre ce que va coûter à terme une amende, dont on sait qu'on la prendra, et en même temps tout le bénéfice qu'on aura eu à ne pas respecter la loi pendant un bon moment. C'est vraiment un arbitrage qui doit répondre. On n'a pas besoin d'intelligence artificielle, là, en l'espèce. C'est vraiment des calculs qui sont faits. On n'est pas d'accord. On estime qu'on n'est pas en dehors de la loi. D'ailleurs, on nous a souvent dit ça, mais cette loi ne s'applique pas à nous, on n'est pas à côté, ou alors c'est pas relevant, c'est pas pertinent pour vous. Et puis à la fin, on paye. Et au total, ils ont quand même payé pas mal d'amendes, souvent dans des jugements qui sont désormais définitifs. Mais entre-temps, on a bénéficié et on a fait ce que nous on appelle la captation de la valeur de façon très systématique. Cette question-là est posée depuis un moment. Il y a plein d'épisodes dans cette guerre-là qui est une vraie guerre structurelle de longue date et on est loin d'avoir terminé justement tous ces épisodes. C'est une série qui a de multiples saisons.
malheureusement, à chaque fois, il y a un rebondissement et quelque chose qui évolue. On le voit dans le domaine de la vidéo aujourd'hui, on l'a vu aussi dans le domaine des droits voisins, on a obtenu un accord, et là, je pense que tout le monde s'est engagé, il y a eu un effort assez collectif de l'ensemble du secteur, et une fois cet accord négocié, à un moment, un an après, Meta annonce qu'il va arrêter un des produits générateurs de droits voisins, qui est Meta News. Bizarrement. Parce qu'en fait, ça ne génère pas de revenus, disent-ils. Ça avait été mis en place pour contribuer à ce financement des droits voisins. Ça va s'arrêter. À un autre moment, on voit les algorithmes du search évoluer beaucoup et bizarrement, la part des contenus d'information générale consultés baisser. On se demande aussi pourquoi. Enfin, il y a quelque chose, encore une fois, à l'œuvre là qui n'est pas entièrement, à mon sens, dû au hasard. Ce qu'il faut, je crois, partager, et encore une fois, pardon de ces généralités, mais ce sont des convictions que j'ai profondément en moi, il faut partager la notion ou la conviction que seul un effort de volonté, de volition collective nous permettra d'échapper à ça. Si on s'en réfère simplement, j'allais dire, au programmatique dans sa vision la plus simplifiée, c'est sûr qu'on peut tout mettre à terme sur Google et Meta et puis terminer. On va pas s'ennuyer. Mais il y a pas mal de gens au passage qui perdront un peu leur métier parce que quelle sera la légitimité d'agence conseil s'il n'y a rien à conseiller, on met tout chez les mêmes et puis ça produit de la puissance, du reach. Ça produit pour moi souvent pas de la qualité, ça produit pas du contexte, ça produit pas de l'affinité à la marque, ça produit pas, surtout ce que ça produit pas de la démocratie. D'une façon indirecte, là où je veux en venir, c'est ça. Vous devez, quand on est annonceur et quand on est dans cette chaîne de valeur, on doit penser qu'on contribue à financer des acteurs dont la raison d'être et le supplément d'âme est de contribuer à ce que de l'information de qualité générale, produite en toute indépendance, et les journalistes sont attachés justement à leur indépendance, soit diffusée, c'est-à-dire qu'elle puisse être diffusée dans les meilleures conditions et atteigne l'ensemble de nos concitoyens. C'est ça le job. C'est ça, et c'est ce à quoi, quand on est annonceur, on contribue. Alors oui, on a tous ces indicateurs de reach, de pertinence, d'impact, de cibles touchées. Absolument, c'est capital, ça fait partie du job, ça fait partie de la mesure. Mais il faut penser qu'il y a autre chose aussi. Sinon, c'est pas compliqué. Avec 2 acteurs, vous en sortez à peu près. Vous touchez 80% des Français 4 fois par semaine avec Meta. Ça a dû évoluer encore récemment. Voilà, mais c'est pas intéressant, franchement. Moi, je vous le dis comme je le pense. Ça n'est pas intéressant et ça n'est pas à la hauteur des enjeux. Ça n'est pas à la hauteur de votre intelligence à vous. Alors, un mot encore, parce que je ne vais pas suivre du tout les papiers qu'on m'a donnés, mais qui étaient vachement bien pendant, mais c'est absolument, ce que je fais est honteux, mais j'en ai conscience. J'ai un moment de honte, mais très passager. Après, non, mais j'avais envie de dire un mot des états généraux de l'information aussi, parce qu'on a eu la chance de voir la ministre avant-hier, justement le jour du lancement de ces états généraux. Ça va vous concerner tous, hein. Il ne faut pas que ce soit les états généraux de la désinformation, il ne faut pas que ce soit des états généraux pas tellement généraux, il faut que tous les sujets soient abordés. Et dans les sujets abordés, il y a ce thème qui est extrêmement important, je crois, pour nous tous, c'est liberté de l'information, liberté formelle, liberté réelle. Il y a tous les droits qu'il faut donner pour que l'information soit préservée, et on sait qu'il y a aussi des textes européens qui vont en ce sens-là, des SA, des MA, le MFA maintenant, qui naît d'une volonté d'ailleurs de donner plus de liberté à l'information en Hongrie, en Pologne par exemple, mais qui va concerner toute l'Europe. Bon, tout ça se produit, la machine à réguler est lancée, elle produit. Et puis il y a les libertés réelles à côté des libertés formelles. Et les libertés réelles, ça veut dire être capable pour les titres et les médias de ce pays de vivre dans une économie qui leur donne les moyens de subsister et de se projeter, de financer leur développement et leur investissement. Alors parfois on dit, des groupes de presse notamment sont appuyés sur des grands industriels. Je vais prendre juste d'un mot un raisonnement en droit de la concurrence, on appelle contrefactuel. Que se serait-il passé si aucun industriel ne s'était intéressé à la presse française depuis 25 ans, ou depuis 30 ans, ou depuis François Coty il y a 60 ans? Il serait passé quoi? À mon avis, il n'y aurait plus beaucoup de groupes. Alors, il resterait probablement Ouest France, qui est un magnifique groupe avec une certaine autonomie, fondé quand même par une famille qui n'était pas dépourvue de moyens non plus à l'origine, et qui a pu s'appuyer dans certaines années sur ses ressources. Mais sinon, beaucoup des titres que vous connaissez et qui sont chacun dans son domaine, chacun avec sa vision du monde, des titres qui alimentent le débat et l'idéologie, ils ne seraient plus là. Ils ne seraient plus là parce qu'ils n'auraient pas eu les moyens de fonctionner. Que serait-il passé si on n'avait pas mis en place un système de mutualisation qui permet notamment dans la distribution, les messageries, de porter tout le monde jusqu'au bout du pays avec l'appui de la Poste. Et c'est pour ça qu'il y a des aides à la presse. Quand on dit vous touchez des aides, oui, on touche 14 millions dans ce groupe, on en rend 11 tout de suite à France Messagerie. C'est ça qui se passe. On est transparent, ça aide à nous porter, mais ça aide à porter tous les titres qui n'auraient pas les moyens d'arriver. C'est ça l'orgueil national, c'est quelque chose qui remonte à 1944. Ça, c'est un système mutualisé qui a tout son sens.
là-dessus, des gens viennent investir parce qu'ils ont une vision peut-être à la fois démocratique, citoyenne et idéologique. Pourquoi pas? C'est pas interdit d'avoir des titres qui ont une vision idéologique. L'Humanité en a une, par exemple. On entend très bien que le patron de l'Humanité dit oui, c'est sûr que moi, en tant que patron de l'Humanité, j'ai pas envie non plus qu'on m'enlève la capacité à faire un journal communiste. C'est ça que je veux faire. C'est pour ça qu'on le finance, c'est pour ça qu'on le paye. Et d'autres ont une autre vision du monde. Il faut remettre tout ça à plat. Les États généraux, je pense, le permettront et permettront de parler de cette chaîne de valeur ou de cette chaîne de non-valeur, comme je dis parfois, dans laquelle, effectivement, beaucoup d'investissements sont concentrés sur peu d'acteurs, dont la rétrocession de valeur dans l'ensemble de l'écosystème national n'est pas très grande. Il y a quelques jobs créés ici ou là, certainement, mais enfin, l'essentiel ne se passe pas ici, il se passe ailleurs, dans cette supranationalité, essentiellement américaine d'ailleurs, et c'est pas de l'anti-américanisme, j'adore ce pays et tout ce qu'il a apporté au monde, mais il faut en être conscient. La bataille économique qui se livre est une bataille dans laquelle on aimerait bien ne pas être broyé. Voilà, tout ça, ça paraît un peu peut-être distant ou un peu comme ça général, mais je pense que c'est vraiment le sujet du jour. Et je vais conclure parce que je vois que l'horloge est dangereusement proche de 0,000, donc je pense que j'ai vraiment épuisé jusqu'à la dernière seconde de mon temps. Désolé Franck, j'ai été beaucoup plus long que toi. Je voudrais conclure simplement en disant qu'on a absolument besoin de se mobiliser, d'avoir des projections qui soient bien faites, et je pense que certains d'entre nous attendent la forecast pour savoir ce qu'on va partager avec ses actionnaires en termes de projections et vision pour le futur. C'est vraiment un moment important. Contribuez, soyez présents, soyez des militants aussi de l'information, chacun à sa place. Quand on est annonceur, on doit être un militant de l'information, on doit y penser parce qu'à la fin de la journée, on n'est plus annonceur, on est aussi citoyen et on a envie que pour soi et pour ses enfants, on prépare un bel avenir. Merci beaucoup à vous.